Donc bonjour, moi je suis Tiffaine Monsensé, je suis donc la directrice du département psychomotricité. Et donc je vais vous présenter le métier, la profession de psychomotricien et puis comment se passe la sélection bien évidemment puisque c'est toujours une question qui inquiète et la formation ici à l'ISTR. On va commencer par la profession. Qu'est-ce que c'est qu'un psychomotricien ? D'abord, la base, c'est que le psychomotricien, c'est le spécialiste de la psychomotricité. Ça paraît logique, mais la psychomotricité n'est pas l'apanage du psychomotricien. C'est-à-dire que vous faites tous de la psychomotricité. Quand vous vous déplacez, quand vous avez grandi, vous avez eu un développement psychomoteur, etc. Les enseignants proposent de la psychomotricité aux enfants à l'école. Donc, tout le monde peut faire de la psychomotricité. Mais il n'y a qu'un spécialiste, c'est le psychomotricien, qui est un paramédical, donc un auxiliaire de la médecine. Donc la profession est réglementée et inscrite dans le Code de la santé publique, comme les professions présentées par mes collègues aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? On va pouvoir réaliser des interventions dans différents cadres. Le plus connu, c'est le cadre du soin, puisque quand on parle de profession paramédicale, on parle en général de la question du soin. Mais on ne fait pas que du soin, et c'est important de le dire. On va aussi faire de la prévention, on va faire de l'éducation, et on va faire toute la partie repérage et diagnostic aussi. Donc en fait, ce qui va impliquer qu'au niveau des populations qu'on va rencontrer, ça va être extrêmement large, puisqu'on peut rencontrer des populations qui vont bien, qui sont en bonne santé, pour prévenir des difficultés ou pour accompagner un développement. On peut accompagner des populations à fragilité pour éviter des handicaps, et puis ou pour éviter du surhandicap. Et puis on peut accompagner des personnes qui ont des pathologies, des handicaps, des troubles aussi. Et donc il y a une section qui permet de poursuivre derrière, après, ça on en parlera à la fin, la section de la rééducation-réadaptation, comme les collègues rééducateurs, qui permet une poursuite d'études et après de pouvoir faire de la recherche paramédicale et être docteur dans la recherche paramédicale. Donc le psychomotricien, il va s'intéresser aux fonctions psychomotrices. Qu'est-ce que c'est que les fonctions psychomotrices ? C'est les fonctions sensorielles, motrices, mentales et émotionnelles, c'est-à-dire comment est-ce que votre corps va fonctionner à partir d'un équipement neurologique, à partir d'un équipement physiologique, des muscles, des os, une circulation, etc. Et puis, à partir de tout ce qui va se passer sensoriellement, par la vue, par l'ouïe, le toucher, etc. Et puis, affectivement, dans les différentes relations. Et donc, en fait, comme le corps, la personne utilise son corps avec ses fonctionnalités, mais dans un certain environnement, en relation avec des autres, c'est tout cet ensemble qui nous intéresse et pas seulement un aspect du corps. Et donc, ces fonctions psychomotrices, on va s'intéresser à leur développement et c'est aussi pour ça qu'on va travailler avec des tout-petits et notamment dans l'éducation psychomotrice pour accompagner un développement harmonieux de certaines personnes. Et puis, quand il y a des troubles, bien évidemment, on va essayer d'aller dépister les troubles et puis rééduquer quand c'est possible. Quand il y a des difficultés, en fait, quand la personne est orientée vers le psychomotricien commence par un bilan psychomoteur. Et le bilan permet d'évaluer les fonctions psychomotrices, d'évaluer le fonctionnement psychomoteur. Et à partir du coup de tous les tests qu'il va réaliser, il va pouvoir proposer un projet de soins, un projet d'intervention, et puis pouvoir accompagner les personnes, du coup, que ce soit du fait d'un trouble de naissance ou d'un trouble acquis. Voilà. Dans le cadre éducatif et préventif, bien sûr, là, on va accompagner et prévenir le développement de troubles ou de ce qu'on appelle le surhandicap. Quand on a des enfants, par exemple, prématurés, qui naissent avec une grande prématurité, on va pouvoir accompagner le développement pour favoriser au mieux un développement harmonieux. Et puis, quand il y a certaines difficultés qui apparaissent, on va pouvoir accompagner pour éviter qu'il y ait des difficultés supplémentaires qui se développent. Du fait qu'on accompagne la personne humaine dans tout cet ensemble, forcément, on va avoir un exercice qui va être extrêmement varié. Et du coup, dans la formation, on le verra, on va proposer aux étudiants beaucoup de stages
pour pouvoir découvrir un maximum de types d'accompagnement, de types de structures, de populations différentes, même si la formation est quand même trop courte pour tout voir. Donc, les étudiants ne verront pas tout ce qui est possible dans l'exercice du psychomotricien. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples de lieux où on peut exercer. Donc, déjà dans le secteur sanitaire, donc tout ce qui est rattaché notamment au secteur hospitalier. Donc, j'ai fait un petit peu par tranche d'âge, mais dès la néonatologie, on peut intervenir auprès des tout-petits et auprès de leurs parents aussi, pour accompagner la relation entre le parent et l'enfant. Comment est-ce qu'on peut toucher un enfant qui est très fragile, qui a des câbles de partout, avec des bips qui sonnent dans tous les sens, où on a peur de le perdre. Comment on peut accompagner les équipes aussi pour proposer des soins adaptés, des installations posturales adaptées à ces tout-petits. On peut travailler en rééducation fonctionnelle, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte. Donc quand il y a des handicaps moteurs, quand il y a des difficultés, voilà, par exemple dans les services de grands brûlés, des personnes qui vont avoir des pathologies dégénératives, des personnes qui ont différentes déficiences motrices, suite par exemple à un accident de la voie publique aussi, ou à un accident vasculaire cérébral. Voilà, selon ce qui peut arriver, on peut aller en service de rééducation fonctionnelle et là le psychomotricien va intervenir. On intervient de plus en plus en soins palliatifs, là aussi à tous les âges, j'ai envie de dire malheureusement, effectivement il y a des soins palliatifs, hein. Heureusement qu'il y en a pour tous les âges, malheureusement que ça doit exister. Donc là, on va beaucoup accompagner la fin de vie, et notamment autour de la question de la douleur. En psychiatrie, là encore, pour les enfants comme pour les adultes, pour tous les types de troubles psychiatriques, on intervient beaucoup, que ce soit en service psychiatrique fermé, en milieu ouvert, comme les CMP, qui sont des lieux d'accompagnement psychiatrique, en oncologie, etc., etc. Et encore, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est des exemples pour vous montrer que c'est extrêmement varié. Dans le médico-social, alors vous ne connaissez peut-être pas encore tous ces termes, les CESAD, c'est des services d'éducation spéciale et de soins à domicile. IME, c'est des instituts médico-éducatifs. Donc, c'est des services pour les enfants, donc selon les services entre 5 et 18 ans souvent, qui accompagnent les enfants qui vont avoir des déficiences intellectuelles, qui vont avoir des troubles du spectre autistique, d'autres troubles associés, etc. Et là, on travaille dans des équipes pluridisciplinaires avec beaucoup d'éducateurs notamment. Dans les EHPAD, donc ce qu'on appelle les maisons de retraite aussi, on va beaucoup s'occuper des personnes âgées. Et puis dans tous les types de structures, type MAS ou femmes, donc les maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés, pour les adultes qui ne sont pas en capacité de s'occuper d'eux-mêmes, qui ont besoin de vivre dans un environnement protégé, donc suite du fait de polyhandicap, de troubles du développement intellectuel, etc. Et puis enfin, le libéral qui aujourd'hui représente, je crois, près de 50% de l'exercice de la profession aussi. En libéral, la majorité des psychomotriciens vont rencontrer des enfants d'âge scolaire avec des troubles du neurodéveloppement, avec des troubles des apprentissages, mais on en a de plus en plus aussi qui accompagnent des personnes âgées à domicile, qui accompagnent aussi des adultes sortant de psychiatrie, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est un exercice qui est extrêmement varié. Et encore, je n'ai pas noté aussi tout l'accompagnement en entreprise, notamment, qui se développe beaucoup actuellement. Et puis, aussi, encore une fois, l'exercice en prévention, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il peut se faire par le libéral, effectivement, ou alors, il y a des psychomotriciens en crèche, en PMI, etc. Donc, on ne devient pas psychomotricien parce qu'on veut travailler avec des enfants. On devient psychomotricien parce qu'on s'intéresse à l'ensemble du développement psychomoteur et parce qu'on s'intéresse à l'ensemble des âges de la vie. Ça, c'est important. C'est vraiment pas un métier qui est limité à l'enfance. Au niveau de la formation, donc c'est une formation qui aujourd'hui est en 3 ans. Qui pour la rentrée 2026 se passe sur Parcoursup en 3 ans. Pour la rentrée 2027, ce sera rediscuté puisque la formation est ce qu'on appelle réingéniée. Ça veut dire qu'avec le ministère, on travaille pour reposer à plat le programme de formation. Ça devrait être mis en œuvre pour la rentrée 2027. Donc aujourd'hui, je ne m'avance sur rien du tout sur la rentrée 2027.
On verra, on le saura au mois de décembre. Donc la formation au niveau des compétences, les compétences humaines, il y en a beaucoup qui sont transversales pour toutes les professions paramédicales, toutes les professions du soin. Bien évidemment que les compétences humaines et relationnelles, c'est la base dans les métiers du soin. D'avoir une bonne assise psychique parce qu'on est confronté à des situations de vie difficiles. On doit accompagner non seulement le patient, mais aussi sa famille. Quand c'est un enfant, c'est ses parents. Parfois, il y a les frères et sœurs. Quand c'est un adulte, on peut avoir ses enfants à recevoir, son conjoint, etc. Donc, il faut être capable d'accueillir toute une famille avec des difficultés parfois sociales, avec des problématiques médicales qui peuvent être très lourdes. Donc, effectivement, il faut être déjà costaud. Il faut avoir d'excellentes capacités d'observation puisque le fonctionnement psychomoteur, comme je vous l'ai dit, il s'appuie sur tout ce qui va être neurologique, fonctionnel, relationnel, sensoriel. Donc, en fait, il faut être attentif à tout ça quand on est en relation avec un patient. Donc, effectivement, il faut aiguiser son sens de l'observation. Avoir des connaissances de base dans le domaine du fonctionnement humain et puis une appétence surtout pour apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis après, bien sûr, la maîtrise des outils et techniques parce que ce n'est pas qu'un métier humain, c'est aussi un métier technique et il faut apprendre notamment sur la technique du bilan. Il y a des choses à maîtriser, des outils à maîtriser. La formation aujourd'hui, donc il y a 22 instituts de formation en France, France et Dom-Tom. Donc, on va cette année former 1117 étudiants en tout sur toute la France. Les instituts de formation, il y a des instituts de formation qui sont privés, qui sont publics, qui sont privés associatifs, etc. Ça, vous pourrez aller voir sur Parcoursup l'ensemble des instituts de formation. L'Institut de formation de Lyon est donc intégré à l'université. On est donc un institut public avec un numérus à 66. On a donc 66 places sur Parcoursup. C'est pas beaucoup, 66 pour une grande ville comme Lyon. Et en même temps, ça permet d'avoir une formation de qualité avec un accompagnement de proximité pour chacun des étudiants. La sélection se fait donc via Parcoursup avec une étude de dossier et pas d'entretien. On ne met pas en place d'entretien à Lyon. Là, chaque institut est libre de ses modalités de sélection. Donc, vous irez voir ceux qui veulent faire des entretiens. Il y a d'autres IFP qui proposent des entretiens. Nous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on va regarder sur Parcoursup? On va regarder votre parcours scolaire. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher deux éléments principaux. La maîtrise de la langue française. Le psychomotricien est un professionnel qui travaille en équipe, qui travaille avec, comme j'ai dit, des patients. Donc, il faut être capable d'expliquer ce qu'on fait, d'écrire ce qu'on fait, de décrire aussi ce qu'on fait, d'avoir un langage accessible, de maîtriser pas mal de vocabulaire, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Donc, les résultats en français sont des choses qu'on va regarder attentivement. Les compétences en sciences. Pourquoi ? Parce que on va s'occuper du corps humain. Donc, vous allez avoir beaucoup de cours sur l'anatomie, la physiologie, les neurosciences. Et donc, si on n'a pas de base en SVT notamment, c'est compliqué de suivre les cours, notamment en première année. Surtout que les cours de première année sont des cours mutualisés avec d'autres formations. Il y a beaucoup d'étudiants. Et puis aussi, parce qu'il faut avoir cette logique aussi de comprendre aussi certaines choses comme ça. Mais il y a aussi l'importance du parcours personnel parce que, comme on l'a dit, c'est un métier humain et du coup, ce qui nous intéresse, c'est aussi vos compétences humaines et relationnelles. C'est pas seulement nous dire « je suis sociable », c'est de justifier. Voilà. On a tellement de dossiers que c'est pas « je suis sociable » et « j'aime les gens » qui vont faire que vous allez être admis. C'est de justifier qu'est-ce que vous avez mis en œuvre dans vos années de lycée qui montre finalement cet intérêt pour l'autre. Et puis la mise en jeu corporelle, c'est-à-dire que c'est un métier de contact en fait. On va aller au contact du patient, on va se mobiliser. Dans les séances, on est à quatre pattes, on passe dans des tunnels, on se roule par terre, on soutient un adulte, etc. Donc il faut oser y aller aussi corporellement. Une possibilité d'admission en deuxième année pour les titulaires de certaines licences
Donc là, on a eu 4 entrées cette année. J'en parle pas aujourd'hui parce que c'est spécifié sur le site et a priori, c'est pas l'objet. Et il faut que j'avance un petit peu en plus. Simplement, la formation est très, très sélective. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. L'année dernière, on a eu 2200 candidats pour 66 places. Voilà, le taux de sélectivité était de 7%. Alors, 10% pour les néo-bacheliers, il est affiché à 10%. En tout, il est à 7%. On a de plus en plus de demandes sur notre IFP, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'IFP qui ouvrent. La Parcoursup a ouvert il y a une semaine et j'ai déjà 500 préinscrits. D'accord ? Donc, effectivement, on ne postule pas par hasard. On postule parce qu'on a un dossier solide. Voilà, c'est très sélectif. Je vais aller rapidement sur la formation. C'est donc une formation en 3 ans. La première année, il y a pas mal de cours mutualisés entre les différentes formations, avec les ergothérapeutes, les kinés, les orthophonistes notamment, les orthoptistes, etc. C'est notamment la santé publique, l'anatomie, physiologie, neurosciences, qui sont des matières qu'on va voir. C'est un peu un socle commun pour les professions paramédicales. On a des cours spécifiques et puis beaucoup de pratiques. Sur les 3 années, on a beaucoup de pratiques psychomotrices qui permettent sur les 3 années de découvrir les fonctions psychomotrices et leur évolution, et on découvre sur soi, on expérimente sur soi. En 2e année, ce sera autour du bilan psychomoteur notamment et de techniques de rééducation. Et en 3e année, ce sera des spécialisations par population, par pathologie, par âge, etc., etc. Sur les 3 années, on a des stages aussi. En première année, on est sur des stages d'observation en crèche et en école maternelle. Et en 2e année, on est en 2e et en 3e année sur des stages cliniques et du coup auprès de différentes populations. Avec en 2e année le rendu d'un mini-mémoire pour s'entraîner à la rédaction du mémoire de fin d'études. Et en 3e année, on a la rédaction d'un mémoire de fin d'études et une épreuve de mise en situation professionnelle pour valider le diplôme d'État. Donc au niveau du volume d'heures de stage, c'est en première année, on est sur alors officiellement 80, nous on propose un petit peu plus. En 2e année, c'est 200 heures et en 3e année, c'est 400 heures de stage. La vie étudiante ici à l'ISTR, là les étudiants vous en parleront bien mieux si vous avez l'occasion d'échanger. Je crois que l'association étudiante qui s'appelle HELP, c'est étudiants lyonnais en psychomotricité, est très active et pourra vous parler de tout ce qu'ils organisent pour la vie étudiante à Lyon. Il existe également un tutorat étudiant qui permet de faire du soutien, qui fait des ronéos, qui propose des activités vraiment pour apprendre à apprendre également. Et puis, il y a les associations étudiantes entre elles qui proposent aussi des liens entre les étudiants de différentes formations paramédicales. Mais là, moi, je ne développe pas, c'est vraiment les étudiants qui vont pouvoir vous en parler tout à l'heure si vous allez dans le hall après échanger avec eux. Juste pour terminer, donc après, je surveille l'heure, après le diplôme, la majorité des psychomotriciens vont aller exercer. C'est quand même pour ça qu'on vous forme à la base, c'est pour aller exercer le métier de psychomotricien. Et puis certains veulent poursuivre. Donc poursuivre, on peut poursuivre après, on peut devenir formateur, formateur enseignant. On peut accueillir des stagiaires aussi, c'est une autre manière de faire de la formation. Et puis on peut poursuivre ses études avec un master. Par exemple, à l'ISTR, vous avez un master santé qui prépare notamment à la recherche paramédicale. Ou alors faire des diplômes de cadre, donc cadre de santé, CAFERUIS, qui sont des diplômes pour pouvoir encadrer des équipes paramédicales. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on n'est pas fermé. Après, ce n'est pas une voie quand vous êtes psychomotricien. Vous pouvez toujours poursuivre plus tard dans votre carrière pour évoluer. Donc simplement, ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est une formation qui est passionnante, qui est lourde, qui est très... Il y a beaucoup de cours. Voilà, on est sur 35 heures de cours par semaine, plus le travail à côté à peu près. C'est très riche, avec une grande variété dans son exercice, mais c'est une formation qui est très exigeante. C'est une formation qui est très sélective, donc j'insiste là-dessus. Donc on s'engage dans la formation si on est sûr. Voilà. D'abord, par respect pour les autres, je ne vais pas voir
quand c'est une formation très sélective, par respect pour soi, parce que c'est se mettre en difficulté aussi que d'aller dans une formation comme ça, si on n'est pas persuadé. Il vaut mieux prendre un an pour réfléchir après le bac, plutôt que de se précipiter, et puis après de ne pas pouvoir se réorienter. Voilà. Ça nécessite du temps, parce qu'effectivement, on ne peut pas travailler à côté. C'est très compliqué d'avoir un job étudiant à côté. Il faut de la rigueur, de la ponctualité, beaucoup de motivation, beaucoup de persévérance et des qualités humaines. Mais c'est une très belle formation et nos étudiants vous en parleront très bien. Ils sont normalement à l'extérieur. Et s'ils sont venus en parler, c'est qu'a priori, ça leur plaît. Voilà, je crois que j'ai terminé.